Ce soir, nous nous retrouvons une fois de plus parce que vous savez que c'est ici qu'on réfléchit, en tout cas objectivement, en tout cas pas ailleurs. C'est ici si vous voulez suivre de belles analyses. Nous allons échanger parce que vous savez, comme nous vous avons dit, à travers l'écopole, nous n'avons pas de couleurs. Nous nous limitons à faire des analyses qui puissent aider, bien entendu, notre pays, la République démocratique du Congo. Parce que vous savez, avec notre philosophe Héraclite d'Éphèse, dans sa pensée, tout coule, tout passe. Nous y sommes simplement parce que les élections ont été organisées au pays. C'est autour des élections, autour des résultats des élections que nous allons analyser ce soir. Ce soir, nous recevons pour vous Norbert Yamba Yamba. Il est panafricaniste, ancien conseiller politique, économique, financier et audit du feu président Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS alors, récemment candidat à la députation nationale sur la liste de l'UDPS Tshisekedi dans le territoire de Lomela. Là, nous sommes précisément dans la province du Sankourou. Il est en même temps expert et consultant international sur les questions de développement économique, aménagement du territoire et décentralisation. Et voilà, c'est avec lui que nous aurons alors analysé cette question essentielle des résultats des élections. Bien entendu, on aura encore d'autres sous-questions. Bonsoir Norbert Yamba Yamba. Bonsoir et bonne année, cher Pascal. En tout cas, meilleurs vœux. Il y a longtemps que nous ne sommes plus vus parce que vous étiez à l'intérieur pour les élections. Tout à fait. On a voulu véritablement s'engager dans cette direction parce que ça fait longtemps qu'on a toujours observé la politique de notre pays. Les choses n'ont pas l'air d'avancer. Le pays est comme dans une cage. La pauvreté est devenue endémique. Il faut donc des hommes et des femmes qui ont la puissance du savoir, qui ont la volonté volontariste, s'engagent résolument dans la transformation de la République. C'est à quoi nous nous sommes engagés sur cette fois-ci, sans comprendre que le contexte lui-même est très controversé, récidiviste, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont déterminés à ne pas voir le Congo bien fonctionner. Bien, parce qu'il faudrait que je précise, Lomela, c'est l'un des territoires de la province du Sankourou. Quand vous êtes arrivé à Lomela, les conditions sociales, comment vous aviez observé ? État des routes, la vie des gens, les infrastructures et le reste. Le Sankourou est la province qui est aussi mieux servie par le régime actuel. Il y a des ministres, ils sont nombreux, et il y a aussi des députés, des sénateurs. Mais je dois vous avouer, sincèrement, par mon job, par mon travail, j'ai essayé de circuler sur l'ensemble du territoire national, notamment les 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Ce que j'ai trouvé au Sankourou, c'est malheureux. On dirait qu'il n'y a pas de leader. On dirait que les institutions... Qu'est-ce que vous avez trouvé exactement? Ce que j'ai trouvé, c'est que, premièrement, les infrastructures. Ici, je commence par les routes. C'est comme si de petits sentiers qui vont vers la forêt. Ce ne sont pas des routes, que ce soit les routes de dessert agricole, que ce soit les routes d'intérêt provincial ou d'intérêt national. Tout est complètement délabré. Tout est complètement délabré. Vous pouvez faire 300 km, vous ne voyez même pas un véhicule. Vous ne voyez pas un véhicule, seulement les motos. Mais les motos ont difficile véritablement à rouler parce qu'il n'y a pas de route. Tout est cassé. Le système de cantonnage manuel, qui aurait pu véritablement servir à quelque chose avec le système de phonère, etc., ça sont des interventions à délestage. On intervient aujourd'hui, et puis on peut faire 5 mois, 10 mois, etc. Personne n'y passe, personne ne revient, etc. Et il n'y a pas un travail régulier dans la perspective de pouvoir maintenir, de construire des entretiens et maintenir les routes à état fonctionnel. Et puis lorsque nous arrivons au niveau du social, il n'y a pas d'électricité. Vous avez un territoire, j'allais dire, un espace de 104 000 km². Parce que le Sankourou, en réalité, c'est plus que le Portugal. Et dans la grande forêt équatoriale. Dans la grande forêt équatoriale, le Sankourou, vous prenez la Belgique, vous associez à la Suisse, Finlande, Suède, Norvège, etc. Ça ne représente pas le Sankourou, parce que Sankourou, c'est 104 000 km². Et donc, nulle part vous trouvez de l'électricité. Nulle part.
Effectivement, aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits par des commerçants avec le groupe électrogène. Vous savez que le problème de dérèglement climatique, etc., pose la problématique du groupe électrogène, etc. Encore qu'ils sont nombreux. Ceux qui n'en ont pas, les quelques rares commerçants qui en réalité se battent à longueur de journée, ils sont très, très, très Donc, loin. substantiellement, on comprend sur le plan de développement, on n'a pas évolué, mais plus on a reculé. On a reculé parce que regardez, les collèges Saint-Augustin de Lodja, ces collèges qu'on appelle Institut Semoula aujourd'hui, c'est les collèges qui étaient l'unité référentielle, l'unité d'observation, l'unité de mesure. Et aujourd'hui, j'ai dit, en tant qu'agent de développement, parce que je suis allé, je voulais voir effectivement quel est le niveau de décalage, est-ce qu'il y a ascension, est-ce qu'il y a régression, etc. Je suis arrivé, non seulement les bâtiments sont complètement délabrés, il y en a ce qui était déjà tombé, mais les quelques rares qui existent, etc. Vous trouvez une salle de 5 sur 5 mètres, trois salles. Vous avez la 5e commerciale, la 5e scientifique, la 4e commerciale, la 3e coupe-couture. Dans une seule salle de 5 sur 5 mètres, je ne te raconte pas des choses, mais j'ai vu 3 enseignants dans une pièce de 5 mètres sur 5 Alors, à l'Institut le plus référentiel du Sankourou. Ça, c'est gravissime. Excusez. Dans le domaine, j'ai effectué 215 km quand je quitte Lodja jusqu'à Lomela. Je n'ai pas vu, en tout cas, au moins une seule école à Denga. Une seule école qui a été construite par un projet, je suis de la Banque mondiale, etc. Mais de Lodja jusqu'à Lomela, aucune école en tôle. Aucune école en tôle. Toutes les écoles sont en paille. Et puis... dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Il n'y a pas de banc. Et les enseignants sont en babouche, parce qu'ils ne sont pas payés. Les quelques qui touchent l'argent, écoutez, on essaie de dégraisser au fur et à mesure que ça arrive en destination, etc. Les hôpitaux. J'ai trouvé des centres de santé. Ils ne sont pas nombreux, mais ce sont des mouroirs. Ce sont des endroits où on est là pour, j'allais dire... Où on traite les gens sur les nattes. Non seulement les nattes, mais il n'y a pas de nattes. J'étais à Tchoudi, dans un endroit, dans le territoire de l'Europe, bien entendu. Cet endroit-là, vous savez, il y a... C'est une mission catholique, non? Une mission protestante, la CRS en fait, pour les Britanniques. Mais cette mission qui a fait la beauté et la référence de tout le temps, etc. Vous allez dans leur hôpital, qui était un hôpital, une zone de santé, et l'hôpital de référence. Merci. Il faut que je termine par là. Oui, rapidement. Et donc, vous entrez à la pédiatrie, vous trouvez des lits métalliques, il n'y a pas de nattes, et les enfants de 2 jours, ils dorment sur ces lits métalliques. On y met simplement un pagne, et quel pagne? Mutatis mutandis, lorsque vous allez dans une maternité, là, vous ne trouvez même pas de l'éponge sur un lit. Ou soit on y met la natte, ou soit le lit reste métallique, reste, n'est-ce pas, nu. C'est ça. Et puis, il n'y a pas de radiographie. Il n'y a pas d'échographie. Même au centre de Lomela. Au centre de Lomela. Mais les gens vivent finalement comment dans ces conditions? Et toutes les interventions. Aujourd'hui, lorsqu'on tombe malade, les médecins, d'abord, ils n'ont pas de matricule. Les médecins, ils ne touchent même pas de primes. Les jeunes gens qui ont été engagés depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas rémunérés. Ils font le prodéo. Alors maintenant, quelle est la marchandise à vendre? Écoutez, quand quelqu'un vient, il y a un petit... vous sentez une difficulté au niveau de l'abdomen, et puis il faut qu'on vous ouvre. Parce que ça représente 150 à $100 à 150 $, etc. Et ça fait du bien. Et ça permet également... Donc on fait des interventions stratégiques parce qu'il faut avoir un peu d'argent. J'ai posé la question personne n'est pas médecin. sérieusement malade. Vous faites des interventions, vous n'avez pas de radiographie, vous n'avez pas de radiographie. Comment vous le faites? Il dit par des signes cliniques. Moi je dis c'est grave. C'est compliqué. Alors, et donc, partout où vous allez, malgré la présence de nos frères, qui aujourd'hui ont la réputation nationale d'être des grands leaders, etc.,
rien, Mais en dehors de leur maison. Très Ils se bien. sont construits des maisons, mais ils ne se sont pas pensés, ils ne se sont pas intéressés du développement de leurs concitoyens. Mais l'objectif... Qui aujourd'hui deviennent les démons de la face parce qu'on les utilise pour se battre entre eux. On les utilise pour s'entretuer entre eux et ils tirent les dividendes parce qu'à Kinshasa, on peut bien comprendre qu'ils sont véritablement des leaders sur le terrain. Alors, mais sinon, l'objectif premier pour Norbert Yamba était les élections. C'est comme ça que finalement, vous aviez vécu cette souffrance de la population, élection. Mais pourquoi vous n'êtes pas élu? Qu'est-ce qui a été à la base de votre échec, au fait? Oui, ben, il faut comprendre que lorsqu'on participe aux élections, il faut s'entendre, soit on réussit, soit on échoue. C'est tout à fait normal. Mais moi, je suis spécialiste en communication politique. Je suis formé, naturellement, pour mettre debout le monde rural. Vous n'avez pas bien communiqué? J'ai beaucoup communiqué. J'ai beaucoup communiqué et je suis le seul qui a fait différents axes. En moto, s'il vous plaît. Et j'ai fait bouger les foules qui étaient destinées à recevoir pour la première fois le message d'un opposant sur le terrain, etc. Parce qu'ils ont été ligaturés, ligotés pendant plusieurs années par mes compatriotes qui véritablement travaillent dans ce régime et qui, malheureusement, ne se sont jamais intéressés du développement du terrain. Et j'ai exploité ce diagnostic et j'ai démontré que j'avais une alternative à pouvoir relever le défi qui est celui de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Tout était bien fait et on attendait le jour des élections. Et vous avez suivi déjà le 28 décembre, j'avais fait, n'est-ce pas, une alerte pour dire que je ne voyais pas très clair. D'abord, lorsqu'on regarde les différents lanternes et les différents bureaux de vote, écoutez, il y a une planification en amont qui a été faite, notamment de désigner essentiellement des personnes qui sont plus proches des candidats du FCC, etc., et qui avaient la mission de programmer naturellement le scandale qu'on a observé sur le terrain. Et donc, vous avez vu, vous trouvez par exemple, le chef d'antenne, il est neveu par exemple du candidat du FCC, etc., il prend sa femme dans les endroits potentiellement reconnus pour l'opposition, etc. Et donc, on met leurs femmes, on met leurs enfants, on met leurs neveux, leurs amis, leurs clients, tout celui qui est proche, on prend sa femme, etc. Non seulement ils bénéficient facilement de l'argent, mais ils doivent véritablement jouer un rôle où les agents électoraux deviennent véritablement des votants. Parce que regardez, vous arrivez en milieu rural. Dans ce milieu rural, les gens, il y a 70% pratiquement analphabètes. Et la plupart de ces mamans ne connaissent pas comment on vote. Et nous sommes dans une approche d'intelligence artificielle digitalisée où il faut toucher l'imprimante. Mais alors quand on y va, c'est le responsable, le bureau de vote, qui oriente et qui vote pour lui. Lorsqu'il dit Yamba Yamba, et donc ils votent pour leur candidat, etc. Donc il en a planifié. Les témoins qui étaient les nôtres devraient être chassés de fond en comble, d'autres qui résistaient ont été arrêtés. Ainsi à travers le pays d'ailleurs. Etc. Et puis, il y a même une programmation au niveau, n'est-ce pas, des machines, en déterminant la quantité d'énergie qui doit permettre le fonctionnement de la machine, arriver à un moment donné, surtout dans des endroits potentiellement favorables à l'opposition. Favorables à l'opposition. Et donc, ça s'arrête. J'ai circulé, parfois j'arrive. Et j'ai dit, mais écoutez, la machine ne fonctionne pas. Il dit non, déjà à 10h, 11h, la machine s'arrête. Alors maintenant, il faut que moi-même, je paie l'argent pour qu'on transporte la machine vers le centre. Et quand la machine arrive vers le centre, on bloque. Parce que c'était planifié, etc. Voilà le scénario que je connais. Et il n'y a pas que ça. La nuit, dans les endroits où l'on vote, écoutez, vous voyez les responsables de l'antenne en train de se promener pour encourager les gens. C'est pas de venir voter et pour recevoir 200 francs. Parce qu'on a tellement clochardisé tout notre peuple, on a tellement infantilisé notre peuple, et donc 200 francs devenaient véritablement la contrepartie de ce que peut représenter une élection. Et donc, chaque fois que vous venez, et non seulement ça, je vais terminer par là, il y en a de ceux qui ont voté 10 fois, 15 fois, moyennant 500 La francs. même personne. La même personne. Oh. Et les élections sont allées jusqu'à 2h du matin. Vous mais imaginez où était la police? Écoute, quelle police? Quelle police? Mais il ne faut pas même pas poser cette question.
Dans des endroits, c'est pas comme Lomela, comme Lodja, etc., ce sont des endroits où les leaders politiques viennent, ils ont leur espace, ça s'appelle Kingakati de Lomela, Kingakati de Lodja, etc. Et donc, quand il est là, d'abord, vous n'entrez pas dans le secteur qui est le sien. Le secteur de tel, on ne peut pas y toucher. Il n'y a que lui qui a accès à d'autres secteurs. Merci. Et c'est ce que nous, on a vécu. On a vécu, j'ai beaucoup d'éléments. Et je me suis posé la question, je dis, Seigneur, demain, quel est l'avenir de notre pays? Quel est l'avenir de Lorsqu'on notre a le pays? même personnel politique qui a planifié la reconduction et qui aujourd'hui prétend avoir la majorité au Parlement pour gérer la République. Alors, gérer la République dans la continuité. Je suis désolé. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Ils ont eu des Kingakati à l'intérieur, mais les choses ont changé, Norbert Yamba. Bien que vous ayez échoué, mais au moins, vous étiez sur la liste de l'UDPS Tshisekedi. Au niveau présidentiel, Norbert Yamba, c'est l'UDPS Tshisekedi, finalement proclamé par la CENI comme vainqueur de l'élection présidentielle, à la personne de Félix Tshisekedi. Norbert Yamba, lorsque vous aviez reçu cette information, ou lorsque vous aviez entendu le président de la CENI proclamer alors votre président du parti, première réaction? Je suis très heureux de profiter de cette opportunité pour adresser encore une fois mes félicitations à mon président, qui est devenu aujourd'hui président de la République. En attendant, jusqu'ici, la décision de la Cour constitutionnelle, bien entendu. De manière provisoire, De bien façon entendu, provisoire. en attendant, et nous sommes rassurés effectivement que les choses se passeront comme suivant, parce que nous l'avons voté. Et donc, Monsieur le Président, bravo. Bravo parce que je vous ai toujours dit que les chats ne donnent qu'un chat. Jamais un chat peut donner un chien. Vous avez démontré que vous avez grandi dans la cour du roi. Vous avez démontré que vous avez appris non seulement l'humilité, la capacité de gérer les émotions, la capacité de s'engager avec détermination pour relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. C'est comme ça que s'intitule votre programme, votre offre politique, vaincre la pauvreté. Aujourd'hui, Dieu a voulu, au regard du travail, d'un grand parcours, un parcours parsemé de beaucoup d'embûches, un parcours parsemé de beaucoup de douleurs d'enfantement. Aujourd'hui, vous avez la responsabilité. Je sais que ça va aller. Ça va aller parce que vous avez la capacité de gérer les émotions. Vous avez une intelligence émotionnelle qui vous permettra de faire des choix, et des choix judicieux, aux côtés des hommes et des femmes qui ont eu la conviction, qui vous ont accompagné justement dans cette réussite. Ce n'était pas facile, Monsieur le Président. Nous avons souffert. Nous n'avions pas de moyens. Mais nous nous sommes battus comme des fous à l'intérieur, face aux gens qui avaient la mot-patasse, les mots-patasses. Et ce n'était pas facile. Mais Dieu a voulu que vous ayez ces voix. Et ces voix, c'est la voix de Dieu. Maintenant, ce qui reste, c'est ce qui est plus difficile. Comment vaincre la pauvreté telle que vous avez intitulé. Non, mais là, c'est le débat que nous allons aborder. Mais bien qu'il soit proclamé par la CENI comme tel, il est contesté comme quoi les voix tenues ne seraient pas les siennes et la personne qui aurait été élue n'a pas été proclamée. Là, ça pose problème du côté de l'opposition, division au sein de l'opposition, Norbert Yamba. Là aussi, vous dégagez quelle lecture? Oui, il y a trois choses. Première chose, c'est que lorsqu'on organise les élections, il y a toujours des gagnants, il y a toujours des gens qui n'ont pas atteint le score exigé pour passer. Et la loi, que ce soit la Constitution, la loi ou les textes réglementaires, donnent à tout un chacun véritablement d'introduire un dossier ou de saisir véritablement la justice. la justice ou la Cour constitutionnelle pour les cas d'espèces, etc., de manière que celui-ci puisse établir la vérité à leur désir. Et je crois que le faire, ce n'est pas un crime de lèse-majesté, et moi j'encourage qui que ce soit qui estime qu'il a été lésé et qui a toutes les preuves nécessaires pour valider son élection, puisse véritablement arriver à saisir la justice. Ceci va décrisper la situation, ceci va dédramatiser l'atmosphère des relations politiques, ceci également va crédibiliser le processus électoral. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voudrais également dire que lorsqu'on n'a pas tous les éléments de preuve, il faut éviter de tirer parfois des conclusions non concluantes.
ceci frise la diffamation, ce qui n'est pas une bonne chose. Et j'écoute beaucoup de gens, n'est-ce pas, dire qu'il y a eu des deals, il y a eu de ceci, il y a eu cela. Non, le débat est fondamentalement intellectuel. En tout cas, je voudrais vous donner les cas que j'ai moi-même observés. D'abord, chez moi, à Lomé, là, je n'ai pas vu, n'est-ce pas, les témoins de la Mouka. Je sais qu'il y avait 2 candidats de la Mouka qui sont arrivés effectivement, mais qui sont repartis parce que le terrain était tellement miné, ils n'avaient ni laissé... Miné par qui? Le terrain était miné, vous savez qu'il y avait, n'est-ce pas, des gens du FCC qui avaient élu domicile, qui ont conçu des racines, et qui ont domestiqué même des personnes sous forme des milices. Et lorsqu'ils ont l'argent, ils ont les milliers, la milice, et puis bon, ils ont le personnel de la CNI à leur disposition, etc. Et donc, prendre le risque de s'engager dans une telle direction, c'est dépenser inutilement l'argent. Il y a des gens qui ont véritablement anticipé leur position en disant ça ne sert pas de pouvoir continuer. Il y avait même quelqu'un du MLC, il est même parti avant que les élections ne se réalisent. Donc, il n'y avait pas de témoins. Ça, c'est un. Les témoins serviraient à quoi? Parce que déjà, la CENI, à partir d'ici, n'a tenu d'abord compte que du résultat obtenu de la puce, parce que dans plusieurs centres de compilation, le travail n'était pas terminé, mais il avait déjà proclamé, même si on pouvait ne pas avoir les témoins, ça ne servirait à rien pour la CENI. Ça veut dire toute la problématique problématisante, ce que représente le processus électoral que nous venons de passer. C'était tellement flagrant qu'il y a une sorte de convergence d'intérêts entre le niveau central de la CENI et le niveau local. Et la programmation a été planifiée dans la perspective de faire sortir véritablement les députés, etc. Et il faut que je termine par rapport à ça. Et donc, aujourd'hui, ce qui conteste se réfère de 2 sources. Il y a la source de la CENCO qui, effectivement, à un moment donné, s'est prononcée sur le fait que les résultats qu'elle a observés ne correspondent pas aux résultats proclamés. Non, les résultats proclamés ne correspondent pas aux résultats qu'il estime avoir obtenus. Voilà. Et deuxième source, c'est sur les témoins, etc. C'est pourquoi je vous parlais que la problématique des témoins, la Mouka, c'était pas... Mais l'Église catholique, au moins, l'Église catholique était à Lomé-là et ailleurs. Je me suis beaucoup. Oui. Je vais vous en parler. Et donc, la situation n'était pas celle que vous entendez. Donc, il y a des endroits où la Mouka n'avait pas. Et il y a même quelqu'un de la Mouka qui a résisté jusqu'au jour de l'élection, mais qui n'avait pas l'argent pour déployer véritablement les témoins, même si ceux-ci ont toujours été chassés et arrêtés. Quand cela ne tienne, nous, l'UDPS, nous avons mis des témoins, nous avons résisté, et j'ai même fait une communication. Et vous aviez l'argent alors? Non. Parce que quand vous dites que ceux de Mouka n'avaient pas l'argent pour déployer les témoins, et vous, de l'UDPS, vous étiez là, ça voudrait dire que vous, de l'UDPS, vous aviez l'argent? Non, moi, j'ai supporté mon billet. J'ai supporté même les députés provinciaux avec mes propres moyens. J'ai supporté le déploiement des témoins. Nous, chez nous, c'est la contribution de la personne. Alors, maintenant... maintenant, il faut que je parle un peu de la CENCO. Et à ce niveau-là, lorsque j'ai déployé les témoins, etc., il n'y avait aucun observateur pour un territoire de 26 000 km² et 36 km. Donc 26 000, 36 km², plus que le Rwanda. Vous n'allez pas faire la déduction pour d'autres territoires d'autres pays. Là, c'est le cas spécifique de Lomé. Le cas spécifique, mais je dis que c'est une unité d'observation. Il faut renvoyer la situation jusqu'à l'Odja. Il n'y a pas eu, en tout cas dans tous les secteurs, les observateurs tels qu'on en a parlé. Chez moi, je n'avais même pas vu la CENCO. L'Église catholique, ce n'est pas la CENCO. L'Église catholique, la CENCO, c'est une organisation. Mais le souci de la population Norbert Yamba, c'est que c'est les Tshisekediistes, au fait. Martin Fayoulou, Tshisekediiste. Félix Tshisekediiste, en d'autres termes. Mais c'est entre les enfants d'Étienne Tshisekedi où il y a aujourd'hui contestation des résultats. N'y a-t-il pas moyen, à votre niveau, de trouver solution pour que vous compreniez ce que vous avez comme responsabilité quant à la gestion de l'État aujourd'hui? Tout à fait. Nous nous sommes battus pour ça. Nous avons voulu l'alternance. L'alternance est là. Mais je voulais simplement relativiser les émotions des uns et des autres en disant que même si la CENCO
étaient déployés sur le terrain. Il y avait 41 000 observateurs. La CNI vous parle de 25 000 macarons libérés, etc. Et lorsque vous regardez le nombre, n'est-ce pas, des bureaux de vote opérationnels, on est à 169 à 172 000 bureaux de vote. C'est que très clairement, lorsqu'on a 25 000 observateurs, vous ne pouvez pas couvrir le 169 ou 172 000 bureaux de vote. Donc ici, en termes de l'échantillon, pour arriver à tirer des conclusions concluantes, il faut donc que cet échantillon soit représentatif. Or, le taux de couverture géographique ne permet pas qu'on puisse véritablement, au regard des tendances ou au regard des observations qui ont été réalisées, pousser à une conclusion concluante. Et c'est là justement que je voudrais que les gens et les Mais on doit aussi se mettre d'accord qu'à l'intérieur, c'est plus dans les écoles catholiques, c'est plus dans les bâtiments de l'Église catholique que les centres des élections ont été organisés. Et de ce point de vue, c'est normal qu'ils aient des PV très facilement. Non, mais je vous dis qu'il y a eu un problème réel. Même ces PV-là, pour les avoir, c'est tout un problème. Il y a même des PV qui n'ont pas été affichés. Avec les catholiques, avec les prêtres, c'est facile, non? Le dépouillement, dans la plupart, n'ont pas été affichés, ont été signés 48 heures après, etc. On a connu des choses incroyables. Donc, on ne peut pas, au terme d'une journée, avoir les résultats sur l'ensemble du territoire national, étant donné qu'il y a eu trop de boulets d'affrontement, une tricherie programmée, etc. C'est là, justement, que je ne voudrais pas que l'Église catholique, notamment la CNCO, s'engage dans une conclusion qui est émotionnelle. Il y a eu trop de problèmes. C'est vrai que dans la perspective de défavoriser l'opposition, et qu'aujourd'hui, et là, votre préoccupation est fondamentale de dire l'opposition a été défavorisée. La preuve, c'est que lorsque vous regardez le Parlement, l'Assemblée nationale, vous regardez, n'est-ce pas, les assemblées provinciales. 76% des députés nationaux sont FCC, 350 sur 485. On revient d'abord à la question. Alors, maintenant, entre les Tshisekedi et maintenant, n'y a-t-il pas moyen de trouver solution et voir comment on peut cheminer ensemble? C'est pourquoi, quand on est leader, qui a les ambitions de gérer un pays mastodonte comme le Congo, il faut avoir la capacité de gérer les émotions. Il faut avoir la capacité de gérer les contradictions. Il faut avoir l'intelligence émotionnelle. Il faut savoir sélectionner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Oui, il n'y a pas un problème de guerre idéologique. Parce que ce soit Martin Fayulu, que ce soit Félix Antoine Tshisekedi, etc., sont des Tshisekedistes. C'est Tshisekedi, le précurseur, c'est celui qui a promotionné la démocratie. Pour une fois, il a dit le peuple vaincra. Aujourd'hui, on a vaincu pour une fois cette alternance, malgré les mécanismes qui sont mis en place pour remettre en question la dynamique qui a été prise. Mais je dis, mais pourquoi? Il y a beaucoup plus de constance que de reste de dissemblance. Si l'idée c'était l'alternance, mais écoute, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi peuvent s'embrasser. Surtout, et j'insiste ici, Félix et Martin prient dans une même église. Non, mais avant d'arriver, mais le régime sortant s'infiltre pour vous diviser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez maintenant, on pousse Martin Fayulu vers l'opposition ou pour l'opposition, et pour que finalement le régime sortant s'accroche à Félix Tshisekedi et travaille avec Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est rationnel? Ça va passer, voir un jour le camp Martin Fayulu en opposition contre Félix Tshisekedi et Félix Tshisekedi en train de travailler avec les kabalistes. Le fossé est tellement profond aujourd'hui. La pauvreté est tellement grave, gravissime même, qu'on a besoin véritablement de faire l'union sacrée. Sincèrement, Pascal, ce n'est pas simplement qu'il faut que Félix soit avec Fayulu, mais on a besoin même de transformer même nos compatriotes du FCC. Pour comprendre que Non, je m'excuse beaucoup. Qu'ils comprennent que... Même les Bitakwira, vous saurez les transformer. Bon, excusez que je citais le nom comme ça. Ils sont nombreux. Oui, je sais qu'il y a des récidivistes, ça c'est évident, mais on peut bien sélectionner des hommes. Il y a les Kokonyangi, vous allez les transformer. Et des femmes à l'intérieur même du FCC qui ont un profil, qui ont un background, et qui peuvent véritablement s'engager à pouvoir transformer la République. Et donc, ce n'est pas le fait d'être FCC qu'on est tout de suite un diable. Non. C'est vrai qu'il y a des extrémistes, comme ceux que vous citez, ça c'est évident, qui n'ont aucune préoccupation, si ce n'est qu'avoir le pouvoir, et le pouvoir pour le pouvoir. Mais j'estime qu'aujourd'hui, au regard de ce que j'ai vu à l'intérieur,
la pauvreté absolue, abjecte. On a besoin véritablement qu'on puisse construire des passerelles gagnantes pour permettre à notre pays d'être oxygéné. C'est cela le grand défi pour le pouvoir C'est et pour l'opposition aujourd'hui devenue opposition devenue majorité pratiquement aujourd'hui, majorité présidentielle. C'est un grand défi, au fait. C'est un grand défi, mais lequel défi a été repris véritablement dans les programmes de Félix Tshisekedi. Il dit vaincre la pauvreté. Ça, c'est le leitmotiv véritablement de son offre politique. Mais comment vaincre la pauvreté? Il faut faire le choix, le recrutement de tous ceux qui, aujourd'hui, peuvent avoir une expérience convaincante, convaincue, dans la perspective de cette lutte contre la pauvreté, mais avec une volonté volontariste de pouvoir transformer la République. Et le Félix Monsieur le Président, a les capacités nécessaires pour faciliter cet état de choses. Le bon pouvoir, c'est lorsque vous avez l'acceptation du public ou de la population. Et ensemble, vous pouvez cheminer pour atteindre l'objectif. Alors, lorsque on voit, par exemple, demain ou après-demain, vous, de l'UDPS, travaillez avec les membres du FCC et soyez à la place de la population qui a sanctionné ces gens du fait de leur mauvaise volonté à travers la gestion. Vous avez palpé la pauvreté. Est-ce que vous pensez que cette population va vous considérer ou risquera finalement de vous vomir, créer une fissure et finalement vous amener vers l'échec aussi? Et échouer, c'est rêver Kabila et vous avez le devoir aujourd'hui de bien réussir. Je vous suis beaucoup, Pascal. Ça fait pratiquement plus de 25 ans que je suis consultant international. Et à l'époque, lorsque j'avais vu, après les élections de 2011, que la situation ne marchait pas, il y a eu une sorte d'antagonisme à outrance entre la mouvance présidentielle et l'opposition d'Étienne Tshisekedi. J'ai monté un projet que j'ai introduit auprès de la Fondation Friedrich Ebert en Allemagne. L'idée, c'était de dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir l'appui pour déplacer les opposants et les gens qui étaient dans la mouvance présidentielle, de manière à avoir un peu l'expérience allemande de réconciliation. Et vous savez, à l'époque, en Allemagne, il y avait les conservateurs d'Angela Merkel et il y avait les sociaux-démocrates. Et donc, il y avait une confrontation, mais à un moment donné, il y avait des compromis. Et j'ai tout fait, j'ai reçu les moyens et j'ai déplacé 3 personnes de la majorité présidentielle, 3 personnes de l'opposition. Nous sommes arrivés à Berlin et à ce niveau-là, les conservateurs avaient gagné les élections, mais ils n'avaient pas la majorité. Et ils étaient alliés pratiquement aux libéraux. Lorsque nous devions visiter 3-4 provinces... Rapidement, parce que nous sommes à la fin pratiquement. Bien entendu. Et donc, c'était clair qu'au niveau du Airfit, les conservateurs qui étaient des antagonistes, des adversaires des sociaux-démocrates à Berlin, à la capitale, ont signé, parce que là aussi les conservateurs n'avaient pas gagné avec la majorité requise. Ils se sont alliés aux sociaux-démocrates. Oui, ils étaient un peu acceptés par la population. Bien entendu, mais je termine. Ils étaient alliés. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il faut désintoxiquer notre façon de voir les choses. Il faut déconjectionner notre manière, il faut déprogrammer, il faut décoloniser notre psychologie. Et ils se sont mis ensemble, ils ont identifié qu'est-ce qui est utile et prioritaire pour la population. Et qu'est-ce qui nous oppose? Ils ont pris les divergences, ils ont mis ça au frigo et ils ont mis un programme commun d'urgence pour la population. Ils sont partis d'un budget de 4 milliards d'euros à 9 milliards. L'opposition a reçu de l'argent, 25% du budget, naturellement, de l'Assemblée provinciale, etc. Et l'opposition met des critiques qui permettent véritablement de rationaliser et d'améliorer les décisions stratégiques. Cela soit fait en RDC. Et donc, chez nous, nous devons aussi évoluer. Très d'accord. Mais alors, lorsqu'on proclamait Félix, je disais la fois passée ici, j'étais en train de réfléchir, moi. Je ne sais pas si Norbert Yamba, et je vous posais la question à la fin, je voyais comment vous étiez souvent fouetté par la police à chaque fois lorsque vous initiez des marches. Je vois comment on vous gazait. Je vois comment certains militants ont été calcinés au siège de l'UDPS. Sur ce plateau, vous aviez pleuré. Oui, oui. Et je vois comment jusqu'au jour d'aujourd'hui, le corps de Etienne Tshisekedi n'est pas rapatrié au pays. Oui.
Je vois combien de combattants ont perdu leur vie parce qu'il fallait recevoir des balles réelles. Je vois combien de combattants ont été arrêtés. Maintenant, allez-vous tout oublier ou qu'est-ce que vous allez faire? Regardez ce que vous avez subi depuis tous ces temps. Dans la gestion des affaires de l'État, il faut désémotionner notre manière de faire les choses. Dans la gestion de l'État, il faut avoir l'intelligence émotionnelle. Il faut dominer les émotions. Il faut brandir les intérêts, communautaires. Mais il y a des familles qui souffrent. Bien entendu, bien entendu. Qui ont perdu leurs enfants parce qu'ils ont été simplement combattants de l'UDPS. Les familles existent. Et c'est ça justement que la gestion des émotions est une compétence managériale. Parce que quelqu'un qui est capable, qui n'est pas capable de gérer ses émotions, devient revanchard. Or, on est président ou on est dirigeant parce qu'on a des bons, on a des mauvais, on a ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas. Et la capacité d'un leader transformationnel, c'est sa capacité de réunir, de prendre tous ces gens, identifier leurs besoins et répondre véritablement à ces besoins-là, simplement parce qu'il a été élu dirigeant, simplement parce que tous ces gens-là ont des problèmes et il doit montrer de quoi il est capable au travers de ça. Mais écoutez, on gère les émotions, c'est vrai qu'on n'oublie pas, mais on pardonne. Très bien. Est-ce que vous serez fier dans votre peau lorsque vous suivez d'ailleurs les chaînes internationales et dire que c'est Martin Fayulu qui a été élu? Dans la conscience, si par exemple, effectivement, on peut reconnaître effectivement que c'est Martin qui a été élu, même lorsque vous aurez géré, est-ce que vous serez fier dans vous, membre de l'UDPS? S'il est reconnu par les instances compétentes que c'est Martin qui a été élu, je vous assure, on ne sera pas fier. Quelle instance compétente? Vous voyez la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle. Mais la conscience de l'homme aussi existe. Hein? Bien entendu. Le bon juge, c'est ça. Alors vous allez me dire que Félix est allé n'importe où du pays, etc. Il a envoyé des hommes et des femmes qui lui ont ramené véritablement des PV qui démontrent très clairement qu'il a eu un pourcentage un peu plus élevé que Martin. Non, excusez. Par rapport à tout ce qui s'est dit au niveau de l'Occident, etc. Vous savez que nous avons organisé des élections en 2011. Et c'est Etienne Tshisekedi qui véritablement avait un score plus élevé. Et compte tenu du bourrage des îles, compte tenu de l'environnement politique, etc., et donc c'est notre candidat qui a été proclamé. Et qu'est-ce que les Occidentaux ont dit? Un autre candidat qui a été proclamé. Oui. Vous faites allusion à Joseph Kabila, oui. Qu'il y a eu des irrégularités, mais cela n'impacte pas naturellement, c'est pas le résultat. Mais ici ça impacte, ils disent que ça impacte. Non, mais maintenant ils disent ça. Ça veut dire quoi? Ils sont au gré de leurs intérêts. Merci. Ils agissent au gré de leurs intérêts. Et je vous informe que nous n'avons pas été contents en 2006. On a organisé les élections. On a dit qu'il faut des élections apaisées. Jean-Pierre Bemba, qui avait la prétention également d'avoir gagné ces élections, est allé jusqu'à la Cour suprême de justice. Quelques temps après, au lieu qu'on nous donne naturellement un opposant responsable qui peut impacter naturellement la gestion de l'État, et donc on prend cet opposant, on le met en prison, et 10 ans après, on dit non, on l'a libéré parce qu'il est acquitté pour n'avoir pas été responsable. Donc, nous avons grandi, nous sommes une génération responsable, et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons été dans leurs écoles, et nous disons qu'à un moment donné, on est dans un processus de planétarisation. Voilà. Nous avons mis en place une mondialisation qui est devenue, qui a infantilisé tout un peuple. On est même dans un processus de la démondialisation. Arrêtez de nous opposer, arrêtez de nous fragiliser, arrêtez de nous imbéciliser, de nous instrumentaliser. Je crois que nous avons la maturité nécessaire. Et c'est là justement que je demande à Martin, aujourd'hui plus que jamais. Il est tshisekidiste. Il est l'ami personnel à Félix Tshisekedi. Aujourd'hui plus que jamais. Ce ne sont pas ces influences occidentales encore qui nous ont démontré leurs limites pour notre développement. Sinon, on serait déjà avancé si nous qui étions les interventions sérieuses. Nous avons besoin aussi de l'Occident pour être des partenaires par excellence. Encore qu'on tienne compte de notre degré de maturité, qu'on tienne compte de l'affirmation de notre leadership. Mais nous opposer à tout moment pour nous fragiliser, ce n'est pas une bonne chose. Norbert Yamba. Pour que véritablement cela n'arrive pas. Voilà, le défi est énorme, Norbert Yamba. Si je comptabilise le nombre de fois que je vous avais reçu ici, quand vous parliez de l'UDPS, IDPS. Et enfin, parce que là, vous étiez en train de critiquer. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Nous voulons vous voir en action. Et c'est à ce moment-là que nous aussi, nous allons vous juger. Peut-être que nous allons vous critiquer de la même façon que vous étiez en train de critiquer les autres. Alors, Norbert Yamba, nous vous disons merci. Merci vraiment pour avoir accepté une fois de plus de répondre à notre appel ce soir.
Merci bien. Merci. Je sais que les défis sont grands. Nous sommes en train d'y travailler et d'ici là, vous me recevrez parce que nous mettons en place une structure qui porte sur la dynamique pour la relance du Congo, qui va créer une pépinière d'expertise dans les différents secteurs de la vie nationale. Merci. Et qui devront servir véritablement de nourriture pour notre président, pour les institutions de la République, de manière à prendre des décisions stratégiques qui vont booster, qui vont impacter l'avenir de la République. Voilà, nous avons reçu pour vous ce soir Norbert Yamba Yamba, panafricaniste, ancien conseiller politique, économique, financier et audit du fait président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, récemment candidat à la députation nationale pour le compte de l'UDPS Tshisekedi dans le territoire de l'Omela, expert et consultant international sur les questions de développement, aménagement du territoire et décentralisation. Avec lui, nous avons échangé sur la question spécifique en rapport avec les élections, même si un petit coup d'œil a été jeté de là où il vient, à Lomela précisément, où il a vécu la pauvreté. Nous pensons que vous aviez apprécié nos points de vue. Et finalement, nous sommes à la fin. C'est demain, à 8h30, que vous aurez la rediffusion de l'émission. Nous vous disons au revoir. Mais prochainement, soyez toujours branchés, parce que c'est ici qu'on réfléchit. Mais tout en n'oubliant pas la pensée d'Héraclite et d'Éphèse, s'il vous plaît. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Et à partir de mardi, nous pourrons conjuguer Joseph Kabila au passé. C'est le sens de la pensée d'Héraclite et d'Éphèse. Au revoir.